Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Ouvrons ce journal avec une note triste. Le décès de l'attaquant gabonais de FC Akanda, Herman Tsinga, plonge la nation, plus précisément le monde footballistique gabonais, dans la tristesse. On fait le point dans cet élément de notre rédaction. Le monde du football gabonais et l'ensemble de la population a perdu un de ses dignes fils le samedi 2 mars dernier au stade de l'Institut national de la jeunesse et des sports lors d'un match qui opposait son équipe Akanda FC à FC Missile, comptant pour la deuxième journée du championnat national de football de première division. En effet, l'attaquant Herman Tsinga, lors d'un choc consécutif à un duel aérien à la 23e minute du match, ne va plus se relever. Un décès qui laisse plus d'un dans les mois et la consternation du fait des circonstances de son décès. C'est le souvenir de bon footballeur dans une grande famille de footballeurs, parce que Akanda était une grande famille de footballeurs. Je reviens aussi par M. Ndacita. M. Ndacita, c'est une grosse crispation parce que ça va être l'énième fois que nous perdons des joueurs au niveau du Gabon. Ça devait interpeller d'ailleurs même déjà tout le monde sportif, commençant par le médical, parce que est-ce que ça a été négligence médicale? Est-ce que c'est parce que c'était dit que c'était son jour? Je pense que les gens devaient être plus attentifs à cela. C'est une famille sportive attristée suite à ce décès brutal. C'est tout le monde du football gabonais qui se met derrière la famille déjà sportive au niveau d'Akanda, la famille sportive au niveau de sa famille, et nous plions tous donc au stade Mandji par ma voix, par la voix du comité directeur, se plie par rapport à ces condoléances que nous adressons très sincèrement à la famille si douloureusement éprouvée suite au décès brutal de ce grand monsieur, de ce grand footballeur. Déjà, à mes débuts à Kanda, il a été parmi ces gars qui m'ont accueilli. C'était vraiment quelqu'un de bien, si je peux dire ça comme ça en un mot. Et bon, c'est juste ça. J'ai été attristé par la nouvelle d'abord, de savoir qu'il n'est plus de ce monde. Certains joueurs ayant pu partager des moments d'amitié et de jeu ont tenu à rendre un vibrant hommage à ce jeune homme au grand cœur. Notre premier match de championnat l'année dernière, face à Olympique de Mandji. Déjà, on menait 1-0. Olympique nous avait égalisé, on était à 1 partout. Et je crois qu'il restait 15 minutes de la fin du match. Celui qui m'avait fait la passe décisive, la passe du but de la victoire. Et quand j'ai appris ce décès, je n'ai fait que penser à cette image-là en fait. Et il y a de cela peut-être 2 à 3 semaines, on discutait sur WhatsApp. On rigolait un peu, il m'a fait un message en me disant mais toi tu as décidé de partir au stade Mandji, maintenant que tu es parti, qui va nous marquer le but à Akanda? Donc on rigolait un peu. Et quand j'ai appris la nouvelle, je me suis fondu en larmes en pensant à ces moments-là en fait. Voilà un énième décès dans le monde footballistique qui remet au grand jour les problèmes du football gabonais. Quand je dis nous, c'est-à-dire que l'encadrement médical, l'encadrement dirigeante sportive gabonaise, parce que si c'est 1, ça passe, 2, ça passe, 3, ça passe, mais je pense que ça fait trop de monde et que c'est toujours au Gabon que nous perdons des joueurs. Nous devons être un peu plus regardants par rapport à cela. Déjà par rapport aux visites médicales qu'on fait aux joueurs, par rapport au suivi au niveau des matchs, parce que là, il y a une négligence peut-être qui s'est passée. Je dis peut-être parce que ça tout peut arriver. Et par rapport à cela, vous voyez que par exemple nous ici à Port-Gentil, nous avons commencé le championnat. Depuis 2 journées, on ne voit pas d'ambulance. Alors qu'une journée avant, il y a quelqu'un qui mourait à Libreville. Ce qui veut dire que c'est comme si nous ne prenons pas conscience de ce genre de situation. Donc je dis que ça devait interpeller tout le monde pour que ce genre de situation n'arrive plus. Ça devrait vraiment nous interpeller. On a comme l'impression que autant ça arrive, autant les gens négligent. Nous ne sommes pas quand même des bêtes, c'est des enfants des gens. Donc il faudrait qu'il y ait un gros regard par rapport à ça. Parce que c'est un grand monsieur peut-être qui aidait sa famille par rapport à son football qu'il avait choisi comme métier, qui est parti. Qu'est-ce qui suivra derrière? Ça on n'en sait pas. Est-ce que c'est des gens qui étaient assurés? Ça on n'en sait pas. Je dis qu'il faudrait qu'il y ait un gros regard par rapport à cela pour que nous évitons ce genre de situation. Que rajouter de plus si ce n'est que la Fédération gabonaise de football et les dirigeants de ce pays prennent une fois pour toutes leurs responsabilités car il en va de l'image du pays et la vie des athlètes.
À l'occasion de la première édition du salon Onto Business dans la capitale économique, les organisateurs ont donné une conférence de presse ce 4 février 2019 pour situer les enjeux de cet événement qui se déroulera du 6 au 8 du mois courant sous le thème « Quelle contribution des TPE, PME au développement économique de nos territoires ? Constat, enjeux et perspectives dans cet élément ». En prélude du démarrage des activités de la 3e édition du Salon Onto Business dans la capitale économique, l'association Golden Women a organisé une conférence de presse au cours de laquelle elle a situé les enjeux de cette édition qui sera animée par des panélistes. Nos panélistes, oui, nous avons 7 panélistes pour traiter justement de notre thème central qui est la contribution des petites et moyennes entreprises au développement économique de nos territoires. Constats, enjeux et perspectives. Pour traiter ce thème, nous allons avoir, jusqu'à présent en tout cas, confirmé Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, Madame Carmen Dao. Nous avons Monsieur Gabriel Tchango qui va intervenir en tout cas sur notre panel, pas en tant que maire de Port-Gentil, mais surtout en tant qu'homme d'affaires, chef d'entreprise. Nous avons Madame Pepesi Oguligende, qui est DGA, directrice générale adjointe du budget, et qui est par ailleurs présidente de l'association Malachi, qui œuvre aussi pour, je crois, le leadership féminin. Nous allons avoir Madame Binyumba Jacqueline, qui représente l'UBK, l'Union des pétroliers gabonais, et qui justement, sa participation est vraiment propice parce qu'en tant que représentante des pétroliers, elle aura des données à nous fournir par rapport aux petites entreprises qui travaillent avec les pétroliers. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de petites entreprises locales qui travaillent avec les pétroliers? Monsieur Ebibié Yannick, qui est directeur général de la SING, la Société d'incubation numérique du Gabon. Et ma modeste personne, en tant que consultant associé du cabinet AGR Management. Agnorongoulé Ndon Ludmila, vice-présidente de l'association Golden Women, au cours de son allocution, invitait les populations de Port-Gentil à se rendre massivement à la foire municipale les 6, 7 et 8 mars 2019 pour découvrir les talents des femmes entrepreneurs. Au nom de l'association Golden Women, pour notre 3e édition du Salon Onto Business, nous attendons nombreux durant ces 3 jours, du 6 au 8 mars 2019 à la foire municipale de Port-Gentil, pour venir faire connaître vos entreprises, s'informer et se former. Parce que ce sont les différents points sur lesquels l'association Golden Women se bat chaque jour pour faire rendre les femmes entrepreneurs autonomes. L'association Golden Women, en collaboration avec d'autres associations telles que Talents de Femmes, pour ne citer que celle-là, s'est donnée pour cheval de bataille depuis 3 ans l'éclosion et la valorisation des entrepreneurs. À cet effet, elle compte d'ici 9 ans organiser ce genre de salon dans les autres provinces du Gabon et pour cette première édition dans la ville du Sable. Près de 450 hommes et femmes sont attendus à la foire municipale. Pénurie des antiviraux au Gabon, une situation qui amène la vie de plus de 38 000 personnes sous ce traitement à être en danger sur 52 000 vivant avec le VIH/SIDA dans ce pays. Reportage. Je lance un message, je crie haut et fort, je pleure même, parce que quand il y a rupture, nous on a des angoisses. Nous vivons avec le VIH, nous savons ce que c'est. Donc quand on a déjà des antirétroviraux, nous sommes vraiment un peu à l'abri de la mort. Elle fait partie des 38 000 personnes bénéficiant des antirétroviraux au Gabon, mais désormais en danger du fait d'une pénurie de ce médicament selon l'ONG Global Fund Advocate Network Gabon, qui depuis la semaine dernière a tiré la sonnette d'alarme. Il n'est pas concevable que ces molécules manquent. C'est un apport capital, vital pour nos frères et nos sœurs qui souffrent de cette pathologie. C'est pourquoi nous militons pour un retour urgent et rapide dans la disponibilité du médicament et trouver une solution pérenne pour éviter ce genre de rupture à la longue. D'autre part, se voulant rassurant, le ministère de la Santé, qui éprouverait des difficultés à renouveler les stocks de ce médicament à cause des problèmes de ravitaillement du marché par le fabricant indien, principal fournisseur du pays, ne rassure pas pour autant.
Nous avons demandé aux médecins de procéder à la substitution pour que les molécules aujourd'hui qui pourront être en rupture puissent être remplacées par d'autres types de molécules d'égale efficacité. Des solutions alternatives immédiates proposées aux patients en attendant la normalisation de cette situation qui semble ne pas convaincre Madame Moussunda Nzamba. Là, il faut passer par l'examen qui s'appelle le génotypage. Et cet examen, ça se fait en France. Et nous sommes 38 000 patients sous traitement antirétroviraux. Au Gabon, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 4,1% selon les statistiques officielles. Quant au nombre des séropositifs est lui de 52 000 personnes, parmi lesquelles les 38 000 qui sont actuellement sous traitement. Avec cette pénurie et la crise économique qui pèse sur le pays, on peut se poser la question de savoir, une fois les stocks renouvelés, à qui incombera cette charge. La zone économique spéciale de Ngok a réussi à opérer une mutation complète du secteur du bois local qui a permis de propulser le Gabon sur le marché international. Un reportage de Tanguy Owana, un confrère de RTN de Libreville. Gabon spécial économique zone GESEZ a réussi à opérer une mutation complète du secteur bois local qui a permis de propulser le Gabon sur le marché international du bois et en a fait le premier exportateur en Afrique et second exportateur mondial de feuilles de plaquage. Forte de cette réalisation, GESEZ poursuit ses efforts afin de générer plus de valeur ajoutée via l'accroissement de la transformation locale. Les 3 nouvelles entreprises qui s'installent aujourd'hui dans la zone économique spéciale d'Ongkok démontrent que les efforts fournis par l'équipe de GESEZ pour attirer des investisseurs ont été payants. En 2017, 40% des marchandises exportées provenaient de la zone économique spéciale, soit 8000 conteneurs par mois. En 2018, le nombre de conteneurs exportés devait dépasser les 14 000, soit une augmentation considérable qui se poursuivrait jusqu'en 2020, où le montant des exports de bois transformé devait atteindre 5 078 milliards de francs CFA. GESEZ poursuit ses efforts dans le but de faire du Gabon le leader mondial de production de contreplaquets et meubles en bois à horizon 2020. La gestion durable des déchets ménagers et industriels, voilà le défi que le Tchad espère relever chaque jour en dépit du fait de la présence d'une société de traitement et d'assainissement. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères, cette fois-ci d'Africa 24. Le Tchad est confronté au défi de la gestion durable des déchets ménagers et industriels. En dépit de l'existence d'une société de traitement des déchets et d'assainissement, la plupart des entreprises et les centres médicaux du pays incinèrent leurs déchets à l'air libre, polluant ainsi l'environnement. Et vous voyez que nous avons aussi dans notre colis une centrifugeuse qui va nous permettre aussi de traiter les huiles usées. Vous voyez, vous partez partout dans la ville, vous voyez les huiles usées stockées en désordre. On a cette machine qui nous permettra de traiter ces huiles et les remettre en circuit. Donc c'est ça nos objectifs que nous sommes en train de vouloir atteindre. Les fumées produites par les incinérations à l'air libre sont toxiques et nuisent non seulement à l'environnement mais aussi à la santé des populations. Mais si la société publique de traitement des déchets a le monopole de traiter tous les déchets dangereux sur l'ensemble du territoire, certaines de ces unités ne sont pas encore opérationnelles. Et les autres processus tels que le traitement des fluides. Le traitement des fluides, c'est des déchets liquides, effectivement, qui, en fait, doivent regarder un processus aussi à part, en dehors de l'incinération. Il y a aussi le traitement biologique qui, en fait, ne voit pas le feu, etc. Donc, tous ces processus n'ont pas été, en fait, mis en place à cause, effectivement, des insuffisances financières. Pour rappel, le Tchad dispose de plusieurs lois pour lutter contre la pollution de l'environnement, mais dans la pratique, les entreprises qui ne respectent pas les normes de traitement des déchets sont rarement inquiétées. L'accord de Khartoum signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays sur la paix en Centrafrique avait pour exigence un gouvernement inclusif. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique, accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement formé ce 3 mars par le nouveau Premier ministre Firmin Grebada
compte en effet une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord, contre 6 dans le gouvernement précédent. À mon avis, le nouveau gouvernement a respecté les clauses de l'accord du Khartoum et a tenu compte donc de la diversité politique. Je pense qu'il est assez inévitable de constituer un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddine Adam revendiquait 8 postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu 2, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique informe aux Centrafricaines et Centrafricains, ainsi qu'à la communauté internationale, que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Outre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnelle. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de 6 ans. Et en Côte d'Ivoire, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et préprimaire a décidé, après 1 mois et demi de grève, de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Les raisons dans cet élément. Reprise des cours ce lundi dans les écoles primaires du secteur privé de Côte d'Ivoire. Après 1 mois et demi de grève, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Pour l'instant, aucune des revendications concernant les cours du mercredi ou la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite, mais les négociations sont désormais ouvertes entre les syndicats et le gouvernement. Lors des premières discussions que nous avions eues avec le gouvernement, on avait discuté seulement avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui ne pouvaient prendre en aucun cas de décision. À la différence du cadre qu'on nous offre maintenant, où chaque ministère clé sera représenté, celui de la fonction publique, de l'économie ordinaire, celui du portefeuille visuel de l'État. La position des enseignants du secondaire n'est pas encore connue par rapport à cette trêve. Dans une note de service datée du 1er mars, l'Éducation nationale appelait déjà la communauté éducative à se préparer pour la reprise des cours ce lundi. En fait, notre base n'est pas véritablement contente du fait que des négociations, tous ces éléments que nous avons évoqués sont des éléments qui traînent depuis plusieurs années. La reprise aussi, s'il faut le dire, elle va se faire petit à petit. Les cours ont également repris ce lundi dans le supérieur. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire a aussi suspendu son mot d'ordre de grève, mais pour 2 semaines après la remise en liberté provisoire de 2 de ses membres. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.